Ça y est, il est là, le Canon EOS R. Je vous avais promis de faire un test dès que je pourrais mettre la main dessus. Je remercie le magasin Profote qui me permet de faire ce test et qui m'a prêté ce boîtier pendant 2 jours complets pour tester à fond sur le terrain. Et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Pixellight. On a donc 2 jours pour faire un grand test terrain de ce boîtier. On va tester en vidéo, on va tester en photo, on va tester l'autofocus, on va tester en basse lumière. On va faire un shooting portrait avec un modèle. On va tester en extérieur. On parlera bien sûr de l'ergonomie. Ce soir, pour commencer, je vais tout configurer à mon goût selon mon souhait et ce que je trouve le plus pratique. Je ferai peut-être quelques tests et dès demain, on attaque sur le terrain. On aura un shooting avec un modèle comme je vous le dis. Et dimanche, on fera des photos en extérieur. C'est parti pour la configuration. Une dernière chose, pendant que j'y pense, j'ai fait des vidéos sur les caractéristiques techniques. Donc vous pouvez accéder et aller voir dans cette vidéo. De temps en temps, on parlera caractéristiques techniques, mais c'est pas le but. Le but, c'est faire un test terrain. Donc allez voir, allez jeter un œil si vous voulez des renseignements sur les caractéristiques. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer les tests. Hier soir, j'ai fait des tests en 4K. Vous savez peut-être qu'avec le 5D Mark IV, on avait des formats de fichiers MJPEG qui étaient très lourds et difficiles à utiliser. J'ai voulu voir si on avait amélioré ceci sur les EOS R. Donc j'ai comparé des fichiers de 5 minutes en 4K sur les EOS R et sur le 5D Mark IV. Sur le 5D Mark IV, une vidéo de 5 minutes donne un fichier de 18 Go environ. Sur les EOS R, dans le format de compression All-I, pour une durée de 5 minutes, on a un fichier de 11 Go environ. Et si on passe dans le format de compression IPB, on va se retrouver avec un fichier de 4 Go. En IPB, la perte de qualité n'est pas forcément visible selon le type de vidéo que vous allez faire. Donc c'est une option qui peut être utilisée et permettre de gagner de la place. Tout de suite, je vais mettre en place le setup pour le shooting studio de cet après-midi et je vais en profiter pour tester une nouvelle option qu'on a sur les EOS R. Les EOS R permet de descendre en vidéo à une vitesse d'obturation de 1/8 de seconde. Ça peut permettre de faire certains effets, notamment des faux time-lapse, en ayant la possibilité de rajouter du flou de mouvement dans l'image. Pour une vidéo à 25 images secondes, avec le 5D Mark IV, on pouvait descendre la vitesse d'obturation seulement jusqu'à 1/25 de seconde. Là, on peut descendre jusqu'à 1/8 de seconde. Ça peut permettre de rajouter du flou de mouvement. Ce qui va rendre un faux time-lapse, c'est-à-dire une vidéo accélérée, plus fluide et moins saccadée. On va essayer ça, on va mettre en place. Voilà, on se retrouve après le shooting, super shooting avec Sonia, c'est vraiment agréable de travailler avec un modèle expérimenté. J'ai donc pu tester l'EOS R en studio et on va voir beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de tests, on va voir tout ça. Alors la première chose appréciable, c'est la légèreté par rapport à mon 5D Mark IV. Au bout de 2-3 heures de shooting, c'est vraiment agréable à manier. En shooting studio, on manipule peu les configurations. Donc il n'y a pas eu besoin de manipuler beaucoup les boutons. J'ai réglé la vitesse à la vitesse de synchro à 1/200 de seconde et il n'y a eu aucun problème de synchro. Donc on règle la vitesse d'obturation, on règle l'ouverture bien sûr, on règle la balance des blancs et après on va moduler la puissance des flashs pour avoir la bonne exposition. Et bien sûr, on se met aux ISO au minimum, donc là ISO 100. J'ai pu contrôler le déclenchement des flashs avec des petits transmetteurs pas chers, Yongnuo. Ils sont parfaitement compatibles avec les EOS R. J'ai aussi testé pour voir si ça fonctionnait un flash Cobra directement sur l'appareil, un flash Cobra Yongnuo aussi. Et ce type de flash est parfaitement compatible en TTL, donc aucun souci de compatibilité. Puisqu'on parle de compatibilité, j'ai utilisé un objectif 85 mm f1.8 de Tamron. Et là, cet objectif était parfaitement réactif, l'autofocus était précis, c'était même mieux que sur le 5D Mark IV où j'ai de temps en temps des problèmes de focus avec cet objectif. Donc là, en mirrorless, il n'y a aucun problème de micro-ajustement et le focus est rapide et précis. Pendant une partie du shooting, j'ai testé la détection de l'œil. Alors ça fait un peu bizarre, on a l'impression de ne pas maîtriser exactement ce qu'on fait, mais les résultats, quand je regardais les photos sur le PC,
c'était nickel, aucun souci de focus. Donc tout au long du shooting, j'ai pris entre 400 et 500 photos et j'ai eu une photo qui était hors focus, tout le reste était parfaitement en focus, nickel. Une inquiétude que j'avais avant de commencer le shooting, c'était la sélection des points d'autofocus, puisqu'on n'a pas de joystick sur les OSR. Alors pour sélectionner ces points d'autofocus, on a 3 méthodes principales. On a la première méthode qui est la visée par l'écran. On va toucher sur l'écran la zone sur laquelle on veut faire le focus. Ensuite, on a une deuxième méthode qui consiste à appuyer sur le bouton de sélection des points de focus et après de contrôler avec la croix la direction et choisir son point de focus, mais c'est un peu lent par cette méthode. Et pour moi, la meilleure que j'ai trouvée très confortable, c'est vraiment le drag and focus. Alors j'avais configuré la zone de droite pour avoir le déplacement de mes points, et il y a 2 options possibles. Je me suis mis dans la configuration déplacement absolu. L'autre était un peu moins rapide. Là vraiment j'ai pu contrôler facilement l'endroit où je voulais positionner mon point de focus. Et ce que j'ai apprécié par rapport à un boîtier réflexe, c'est vraiment de pouvoir aller positionner partout son point de focus. C'est un confort qu'on a dans les mirrorless. C'est vraiment agréable, pas besoin de recadrer parce qu'on a les collimateurs qui sont plus ou moins centré sur le centre de l'appareil. On peut mettre ses points jusqu'au bord, c'est vraiment très agréable. Par rapport à un réflexe, le focus était aussi rapide, aussi précis que ce que je peux avoir sur le 5D Mark IV. J'ai pas vu de différence par rapport à mes shootings habituels. Une fonction qui est très agréable aussi et qui sont sur la plupart des appareils Canon, c'est la connexion Wi-Fi avec l'application Camera Connect. Et donc pendant le shooting, on a fait quelques pauses où on a pu visionner les images facilement sur un iPad, sur un grand écran, pour pouvoir ajuster certains petits points du shooting. Comme je vous l'ai dit hier soir, j'ai fait des tests en vidéo 4K. Alors oui, la vidéo 4K a un crop de 1,7 fois. On voit ce que ça fait un crop important. À chacun de voir en fonction des objectifs qu'il a, ce que ça peut donner et si c'est acceptable pour son utilisation. J'ai aussi fait des tests avec le mode de compression All-E et le mode de compression IPB. Là aussi, selon votre niveau d'exigence et selon l'utilisation, le mode de compression IPB peut être suffisant. Si on compare la couleur de l'EOS R à la couleur du 5D Mark IV, on est vraiment tout à fait similaire. On a peut-être un peu plus de nuances sur l'EOS R, mais c'est tout à fait similaire. Vous pouvez en juger sur ces images. On se retrouve demain matin pour d'autres tests. On se retrouve dimanche matin pour un test d'autofocus en vidéo. Et on va essayer de prendre en défaut cet autofocus. Je me suis mis en Canon Log puisque normalement c'est les conditions pour lesquelles l'autofocus vidéo est le moins efficace. Et puis si j'ai une caméra qui filme en Canon Log, je veux utiliser cette option. Donc je me mets en Canon Log. On est bien sûr en suivi d'autofocus et on va essayer différentes conditions d'éclairage pour essayer de tromper l'autofocus et voir s'il est vraiment infaillible. Alors là j'ai des conditions d'éclairage relativement uniformes. Je vais m'avancer, je vais me reculer et on va voir si le suivi est correct tout au long de ce trajet. J'ai une lumière ici, j'ai une deuxième lumière là-bas pour éclairer l'ensemble de la scène. Ensuite, on va voir ce que ça peut donner en contre-jour. Ce qui se passe aussi parfois quand on utilise l'autofocus, c'est que la personne que l'on souhaite filmer ne regarde pas toujours la caméra. Que se passe-t-il si je baisse les yeux, si je tourne la tête, il faut tourner le micro aussi. Si je reviens, si je baisse la tête, il arrive parfois qu'un objet passe entre le sujet qu'on souhaite filmer et la caméra. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Est-ce que l'autofocus va réagir et va pouvoir me suivre et me récupérer une fois que l'objet est passé? C'est la surprise une fois que j'aurai sorti la carte SD de l'appareil. Alors on change les conditions d'éclairage et on va voir ce qui se passe. Voilà, la lumière a changé, j'ai éteint la lumière qui était vraiment de face, j'ai plus que cette lumière qui va pouvoir m'éclairer un peu jusqu'au bout et quand je m'avance qui va me perdre complètement et je vais rentrer dans l'ombre. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Apparemment il a suivi. Je m'en retourne au fond, je m'en retourne. Ici je suis dans la lumière, je m'avance. Et je sors de la lumière. Ce sont bien sûr des conditions pas idéales pour faire l'autofocus pour l'appareil. Dans ces conditions aussi, je peux essayer de tourner un peu la tête, de baisser la tête.
à droite, à gauche. Est-ce qu'il est perdu? On va voir ça. La dernière condition que je vous propose, c'est un contre-jour. Voilà, j'ai éclairé le fond. Moi, je ne suis plus éclairé du tout. Et on va voir ce que ça donne si je bouge à droite, à gauche, si je regarde la caméra. Sans transition, nous voilà dans un endroit sympathique pour tester la dynamique du capteur. Alors pour tester la dynamique du capteur, l'idéal c'est de se mettre à contre-jour, d'exposer pour les hautes lumières et ensuite on verra ce qu'on peut extirper des ombres dans Lightroom. On se retrouve, le temps était menaçant, donc je me suis concentré sur les photos et j'ai pas tourné plus de vidéos. Enfin si, j'ai quand même fait un test de stabilisation pour tester la stabilisation IS. Et j'ai fait donc une série de photos, donc photos pour voir la plage dynamique, photos de sport, et comme il y avait des oiseaux, j'ai fait quelques photos d'oiseaux pour tester la sensibilité de l'autofocus. Mais avant de voir tout ça dans Lightroom, parlons de la configuration des réglages d'exposition. Donc tout au long de cette séance photo, j'ai eu souvent à modifier les réglages et il y a différents moyens, différents boutons, différents accès pour configurer ces réglages. Il y a pas mal de réglages qu'on peut faire par l'écran. C'est pratique, c'est réactif et c'est bien conçu. Après j'ai essayé la barre tactile mais j'ai pas trouvé ça très ergonomique, très facile. Peut-être quand on en a l'habitude, c'est quelque chose de pratique. Mais là j'ai rapidement abandonné. Alors ce que j'ai utilisé principalement, c'est le bouton multifonction qui est juste à côté du déclencheur. J'ai trouvé que c'était très aisé. On a un bouton et puis les deux molettes, la molette avant et la molette arrière pour régler ces paramètres. On peut régler les ISO, la balance des blancs et la rafale avec juste un bouton et les deux molettes. Alors sur le 5D Mark IV, j'ai 4 boutons, mais finalement c'est pas plus pratique. Parce que là, avec un seul bouton et 2 molettes, je peux garder l'œil dans le viseur, appuyer sur le bouton, régler les 2 molettes et choisir mes paramètres. Sur le 5D Mark IV, il y a 4 boutons avec des accès directs, mais on est souvent en train de chercher un petit peu les boutons et souvent en train de regarder par l'écran la modification des paramètres et pas garder l'œil dans le viseur. Ensuite, pour le changement des modes d'exposition, j'ai utilisé le bouton mode et la molette arrière. C'est aussi par ce moyen qu'on peut passer du mode vidéo au mode photo. C'est un peu plus long qu'un seul switch, mais on ne passe pas tout le temps. Enfin, ça dépend peut-être des personnes. Personnellement, je ne passe pas tout le temps du mode photo au mode vidéo, donc ça va bien. C'est ni mieux ni pire que la molette des modes qu'on avait avant sur les appareils réflexes. Comme j'étais en extérieur, j'en ai profité pour tester la stabilisation digitale en vidéo seulement. Il n'y a pas réellement de capteur stabilisé sur ce boîtier, donc j'avais monté le 2470 f2.8 non stabilisé pour bien tester cette stabilisation. Donc j'ai testé un peu à 24, un peu à 70 mm, et ce que je peux dire, c'est que c'est loin d'être très efficace. La stabilisation digitale va cropper légèrement dans l'image et recadrer et stabiliser l'image. C'est pas top, dès que la caméra est en mouvement, le résultat est pas très satisfaisant. La seule façon, je pense, d'utiliser cette stabilisation est pour des plans fixes. Si on veut stabiliser un plan fixe, être sûr de ne pas avoir les micro-tremblements, peut-être on peut utiliser cette stabilisation, mais c'est toujours inquiétant d'avoir un calcul dans l'image et on a peur d'avoir des effets désagréables dans l'image, des effets un peu caoutchouc. Puisqu'on parle de vidéo, parlons de mise au point manuelle. En vidéo comme en photo, on peut utiliser les outils d'aide à la mise au point manuelle, donc le focus picking qui est pratique et précis, mais aussi ce que Canon appelle le guide de mise au point. Donc il y a 2 petites flèches qui se rapprochent au fur et à mesure qu'on fait la mise au point et qui vont venir se superposer une fois qu'on est au point. Et ça c'est pratique en vidéo puisque là on va visualiser l'approche de la mise au point et on va pouvoir s'arrêter pile au point sans risquer de le dépasser. C'est vraiment un outil qui peut apprendre à maîtriser la mise au point manuelle en vidéo. Après cet aparté sur la vidéo, on passe tout de suite dans Lightroom pour s'intéresser aux photos. Alors avant de regarder les photos de paysage qui vont nous permettre de nous faire une meilleure idée de la dynamique du capteur, on va regarder quelques photos du shooting portrait. On voit, c'est bien en focus, c'est bien détaillé,
On a 30 millions de pixels sur ces capteurs, donc ça c'est intéressant pour le portrait. C'est intéressant d'avoir un bon piqué et on a de belles couleurs aussi. Voilà, encore une photo, toujours en focus, toujours nickel, pas de problème tout au long de ce shooting. Voilà, on est à contre-jour, exposé pour les hautes lumières, donc on a des ombres très marquées, on a un paysage sous-exposé. Si on va voir dans les ombres, on va avoir des zones d'ombre où on n'a pas beaucoup de détails. Ici, voilà, on voit un peu les buissons, mais on voit pas grand-chose. Ici, pareil, on voit les troncs qui sont très noirs, très noirs. Donc on va voir tout ça, comment on peut récupérer ces ombres dans Lightroom. Alors par exemple ici, si je monte l'exposition, je vois tous les détails que je peux arriver à récupérer. Et je récupère des détails et puis pas de défaut de couleur, pas d'aberration. Donc on a tout de même quelque chose de très intéressant et de bien qualitatif. On voit là vraiment la différence entre les troncs complètement noirs et puis tous les détails que j'arrive à récupérer ici sur cette photo. Ici dans les buissons c'est la même chose, on voit les détails des buissons qui apparaissent, toutes ces herbes séchées dont on n'avait plus aucun détail et qu'on arrive à récupérer en exposant par plus de 2 ici. Là dans les buissons la même chose, je monte mon exposition et je peux monter mon exposition suffisamment pour récupérer tout le feuillage des buissons. Donc cet ESR va poser aucun problème pour aller récupérer des détails lorsqu'on va être dans des situations où on va voir une plage dynamique pas satisfaisante. Ensuite, on a une belle rafale sur un windsurfer. Donc on va voir cette rafale. Bon, c'est pas du 20 images secondes, c'est seulement du 5 images secondes. Donc on n'a pas toute la décomposition du mouvement, mais on arrive à voir et à suivre tout de même l'action. Donc toute cette rafale, pas de problème pour tenir la rafale, le buffer est suffisant. Et on arrive à suivre bien en focus, on voit, on est bien net, bien en focus, toute la rafale. Il n'y a pas de souci sur cette rafale-là. Alors on va voir une autre rafale qui est intéressante parce qu'au début on n'est pas en focus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la seule fois où ça s'est produit. Et là on n'était pas en focus au début. Et puis après, l'appareil a récupéré. Voilà, maintenant il y est. Et il a tenu jusqu'à la fin de la rafale, bien en focus, bien net. Il a bien suivi ce surfeur qui s'éloignait. Donc c'était une situation un peu plus difficile que la première. On voit, on est bien net, pas de souci. Attaquons la partie consacrée aux oiseaux. Bon, comme il y avait des oiseaux, je me suis dit on va tester cet appareil, voir même s'il n'est pas fait pour ça, si on peut arriver à tirer quelques clichés. J'étais qu'avec un 200 mm, donc j'étais un peu loin. Mais on arrive tout de même, et l'autofocus arrive à isoler des sujets en mouvement rapide. On voit ici, voilà, on a des mouettes en train de se poser. Là, elles ne sont pas très rapides, donc c'est relativement facile. Après, j'ai essayé de prendre des mouettes plus en vol. Ici, on a une scène intéressante avec des mouettes qui se bagarrent pour avoir un morceau de pain. Et on voit qu'on arrive à avoir des détails tout de même intéressants et à bien saisir l'action. On voit toutes les mouettes, les 2-3 derrière qui courent après celle qui a réussi à attraper le morceau de pain. Donc cet appareil n'est a priori pas fait pour ça. Ici on a une petite rafale, mais à 5 images secondes, on arrive à avoir quand même du détail. Voilà, ensuite les oiseaux en vol, c'est pas le plus simple, mais bon, il y a eu beaucoup de ratés, mais j'ai réussi à capturer quelques images d'oiseaux en vol avec du détail dans le plumage. Au début j'étais à un demi-millième de seconde, mais ça suffisait pas. Voilà, on voit, on a même une mouette folle qui vole la tête à l'envers. Ensuite, oui, comme je disais, je suis monté à un 4 millième de seconde et là, les oiseaux en vol sont beaucoup plus nets et on arrive à avoir beaucoup plus de détails dans le plumage. Par exemple, celle-là, oui, est à un 4 millième de seconde, donc là-dessus, j'ai une petite rafale sur cet oiseau. Alors maintenant, on va tester cette caméra en basse lumière. Mais d'abord, on va tester aussi l'audio, car j'ai branché directement le micro-cravate à l'entrée de la caméra, comme ça on va pouvoir tester la qualité de l'entrée micro de cette caméra. Les basses lumières, pour moi, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas forcément tourné la nuit
en extérieur. La nuit, quand c'est complètement noir, il n'y a pas de lumière, donc on ne peut pas tourner. Après, quand on est en ville, on va toujours se rapprocher d'éclairage ou rajouter de l'éclairage pour pouvoir avoir l'apport de lumière qui permet de filmer. Mais déjà le soir en intérieur, lorsqu'on a un éclairage tamisé, pour moi c'est déjà une lumière faible qu'il faut pouvoir maîtriser. Alors là j'ai juste les lumières d'ambiance, j'ai pas rajouté de spot ou de panneau LED pour m'éclairer. On baissera encore la lumière après, mais pour l'instant je suis déjà à f2 et 1600 ISO. Donc c'est déjà une ambiance lumineuse faible et on rencontre ce type d'ambiance plus souvent que des tournages extérieurs la nuit. On va souvent être amené à tourner en intérieur. Donc voilà, f2 1600 ISO, déjà ce que ça donne. On va descendre encore l'ambiance pour monter les ISO et voir le comportement de cette caméra. Nous voilà donc à l'heure du bilan et on va voir les points positifs et les points négatifs de ce boîtier et on va voir pour qui est fait ce boîtier. Alors commençons par ce qui fait mal, les points négatifs. D'abord un seul slot de carte SD, donc ça principalement pour ceux qui font de la photographie professionnelle. Ça peut être vraiment rédhibitoire car on souhaite toujours avoir un backup de nos images. Ensuite une chose que j'ai pas testée parce que les spécifications suffisent et parlent d'elles-mêmes, c'est la capacité de slow motion. Avec les OSR, on peut tourner à 100 images secondes, mais seulement en 720p. Et on n'a plus d'autofocus du tout. Ensuite, bien sûr, le crop en 4K de 1,7, on a vu ce que ça fait. La stabilisation digitale qui sert pas à grand chose. La rafale à seulement 5 images par seconde. Et la prise de vue silencieuse que j'ai aussi testée, mais qui ne permet pas d'utiliser la rafale. Par contre, en prise de vue silencieuse, on a bien l'autofocus continu, mais on n'a pas de rafale. Les points positifs maintenant, bien sûr, l'autofocus qui est très efficace et précis, le focus manuel avec les outils d'aide au focus qui sont vraiment très bien faits, le Canon Log qui permet d'étalonner facilement ses vidéos, c'est pas compliqué du tout d'étalonner ce Canon Log, l'écran rotatif que finalement peu de boîtiers ont, l'ergonomie générale du boîtier et notamment la sélection des points d'autofocus avec le toucher déplacé qui est très efficace. Je sais pas si je préfère pas ça au joystick que j'ai sur le 5D Mark IV. Non seulement on peut aller sélectionner des points d'autofocus presque jusqu'au bord, mais en plus c'est très pratique à utiliser. On n'a pas parlé d'autonomie, mais j'ai eu aucun problème d'autonomie avec les batteries standard Canon. J'ai pas fait de mesure, mais j'ai le sentiment que c'est au moins équivalent à ce qu'on a sur les réflexes. On a vu aussi que la plage dynamique est très correcte. Et dans le futur, il va y avoir un adaptateur pour les objectifs EF qui va sortir avec inclus la possibilité d'utiliser des filtres ND et des filtres polarisants. En vidéo, ça va être très sympa. Alors pour qui est cet EOS R? On va distinguer plusieurs cas. D'abord pour les photographes professionnels. Pour les photographes professionnels, la réponse pour moi est non. L'absence de double slot pour les cartes est pour moi rédhibitoire. Ensuite, on va distinguer 3 cas en fonction du matériel que vous avez déjà. Si vous avez déjà beaucoup de matériel Sony, Nikon ou autre, je pense que cet appareil n'est pas forcément intéressant pour vous. Vous avez d'autres solutions possibles dans les gammes des marques dans lesquelles vous avez du matériel et vous n'avez pas forcément de raison de changer pour cet EOS R. Deuxième cas possible, vous n'avez pas vraiment de matériel photo ou vidéo pour l'instant. Vous souhaitez démarrer la photo ou la vidéo, mais vous n'avez pas beaucoup de matériel. Vous avez la possibilité de démarrer avec du matériel un peu moins cher que ce type d'appareil aux alentours de 2000-2500 €. Ou alors, si vous êtes exigeant, vous allez démarrer dans cette gamme-là. Dans la même gamme, vous avez le Sony Alpha 7 III qui offre des caractéristiques techniques
plus performante que les OSR. Mais cette OSR peut tout de même vous séduire si vraiment pour vous la présence d'un écran rotatif est quelque chose de primordial. Troisième cas possible, vous avez beaucoup de matériel compatible, des objectifs, des flashs. À ce moment-là, avant d'envisager de changer de marque, je vous conseille d'essayer l'OSR. Si vous savez gérer le crop 4K, si vous avez les objectifs qui vous permettent en vidéo de gérer ce crop, si vous ne faites pas souvent de photos de sport qui nécessitent une rafale plus élevée, si vous ne voulez pas forcément faire des ralentis très ralentis, alors ce boîtier a tous les atouts pour vous plaire et correspondre à ce que vous souhaitez par rapport à votre gamme d'objectifs et à votre matériel. Pour finir, si vous êtes youtubeur, au jour d'aujourd'hui, c'est le seul full frame mirrorless avec un écran qui tourne. Donc si vous ne pouvez pas vous passer d'écran, ça peut être un très bon boîtier pour vous. Merci à tous de m'avoir accompagné tout au long de ces 2 jours de test. J'espère que ça vous aura apporté un maximum d'informations. N'hésitez pas à poser vos questions. À très bientôt sur Pixel Light.